quand vous avez commencé à réfléchir l'année dernière à l'organisation de cet événement, ben évidemment, on n'imaginait pas que ce mois de mai serait agité par la SNCF, par la fac, etc. Alors, comme je suis maintenant senior et que vous vouliez un ou une jeune, ben, j'ai demandé à Julie Lemazier de venir réagir à mes propos, un peu sans filet, puisqu'elle sait pas elle connaît évidemment la recherche dont je vais vous parler, mais pas ses conclusions. Alors, Julie Lemazier a été une de mes étudiantes. Voilà. Elle a réalisé une très belle thèse sur l'invention et l'évolution de la forme âgée dans les mobilisations estudiantines depuis 68, justement. Donc, elle est particulièrement compétente pour en parler, pour voir éventuellement les ressemblances, les différences entre 68 et les mobilisations actuelles. Et puis, Julie est également quelqu'un de très engagé, puisqu'elle a été membre très active de Sud Éducation et notamment de Sud Éducation à Paris 1, donc la fac qui nous réunit. Voilà. Donc merci Julie d'être là. Alors, comme je le disais, bon, on peut penser qu'il y a quand même certaines ressemblances entre le contexte de 68 et celui actuel, en quelques mots, même si après je vais vous expliquer un peu à la fois pourquoi nous avons réalisé cette enquête, comment nous avons procédé et quelles en sont les conclusions principales. Première, de mon point de vue, bien entendu, première ressemblance, c'est évidemment l'effet, l'impact de la massification de l'enseignement supérieur. Quelques chiffres, à la rentrée 57-58, on est à 180 000 étudiants. À la rentrée 67-68, on est à 508 000 étudiants, donc c'est la première massification de l'enseignement. On en a une seconde dans les années 80 et plus encore parmi la génération née au tournant du millénaire. D'ailleurs, une des grandes difficultés que la fac connaît depuis quelques années tient à l'afflux de entre 40 et 60 000 étudiants par an supplémentaires, sans moyens qui va avec, puisqu'on en est aujourd'hui à la rentrée 2016-2017 à 2 600 000 étudiants dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, avec cette particularité sur laquelle, et j'en suis un peu énervée, les étudiants mobilisés à juste titre cette année ne réagissent pas, n'évoquent pas, qui est la dualité de l'enseignement supérieur entre les filières sélectives et ultra-sélectives et l'université paupérisée et sommée d'accueillir tout le monde. Bon, ça, éventuellement, on y reviendra dans le débat si ça vous intéresse. L'autre point commun que je vois, c'est qu'à l'inverse d'une vulgate qui s'est répandue sur 68 et sur laquelle je vais revenir, en disant que 68 c'est l'émergence de l'individualisme, etc. Un moteur essentiel de 68, de mon point de vue, c'est au contraire la solidarité, l'appétence pour la rencontre avec autrui, avec des gens que l'on ne croisait pas auparavant, de la même façon, un des moteurs essentiels, me semble-t-il, de la mobilisation, des mobilisations en cours, là aussi, c'est la solidarité, et notamment à l'égard de ce grand défi que constitue la question migratoire et des conditions déplorables avec lesquelles nous accueillons, entre guillemets, les migrants. Troisième point commun, me semble-t-il, mais là aussi, éventuellement dans le débat, c'est la question très aiguë de la lutte contre la répression et la question des libertés. On sait que 68 a commencé, entre guillemets, véritablement, en tout cas dans les événements de 68, en réaction à la répression, à l'arrestation de militants qui avaient participé à des actions spectaculaires
contre des intérêts américains, et puis ensuite la fermeture des facs, etc. Là encore, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Julie, mais on en parlera tout à l'heure, la mobilisation contre la loi Or, la loi Vidal, ne prenait pas véritablement, ne prenait pas jusqu'à ce qu'un doyen de droit et de droite à Montpellier organise une répression et ensuite accélérée, on va dire, par ce tout répressif que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà un peu, me semble-t-il, les points communs entre cette séquence à laquelle la plupart d'entre vous ont participé et la nouvelle que peut-être les plus rares auxquels les plus rares ici présents participent. Alors maintenant, donc, quelle a été à la fois l'origine, la méthode et les conclusions de cette enquête dont je vais vous parler, qui n'est pas complètement ici, puisque ici c'est un livre d'histoire sociale et politique sur la ville de Marseille qui vous est proposé, mais en fait l'ensemble de l'enquête qui porte sur la province a été publié dans un ouvrage qui n'est pas là, qui s'appelle Changer le monde, changer sa vie, aux éditions Actes Sud. Super Hélène, merci. Donc voilà. Alors, c'est le fait que dans les deux cas, il s'agisse en couverture d'une femme. C'est pas notre choix, puisque comme vous le savez sans doute, mais on a trouvé ça très très bien, mais ce sont les maisons d'édition qui choisissent, qui sont propriétaires et du titre et de la première et de la quatrième de couverture, donc évidemment on nous a demandé notre avis, on a dit c'est très bien, mais ça n'a pas été, c'est significatif d'ailleurs, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion entre les presses de Sciences Po et Actes Sud, que ce soit une femme, et je vois par exemple pour le bouquin de Ludivine Pantini, c'est également une femme. Bon, alors ça renvoie au fait qu'après avoir mis tout le temps en avant des hommes, enfin là, ce sont les femmes, c'est très bien ainsi, mais en même temps, vous remarquerez, moi j'ai trouvé, quand j'ai découvert, que le point commun, c'est effectivement le fait que ce soit une femme, et enfin, on parle des femmes en 68 et dans les années 68. Je vais retourner à Marseille pour débattre avec Leslie Kaplan sur ce point d'ailleurs, samedi. Mais en même temps, l'image est quand même très très différente, puisque là on a une femme, manifestement c'est pas 68, c'est 78, quand on voit les vêtements, etc., très joyeuse. Ici on a une femme, alors bon, c'est un peu dommage parce que c'est une photo très clairement parisienne alors qu'on n'a pas traité de Paris, on va y revenir. Mais en fait on a eu des problèmes avec une photo qu'on avait choisie de Chris Marker et le 7e ayant droit a décidé de refuser l'autorisation quelques jours avant que le bouquin parte à la compo. Donc voilà. Donc c'est Paris, donc ça c'est un peu dommage. Et l'image est quand même très 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 différente, puisque là on a à la fois, et je trouve ça très bien, le côté assez ambivalent en fait de 68, puisque évidemment cette femme, on le voit, elle tient un pavé, et puis quelques secondes après, elle lance le pavé, donc avec la charge, symbolique, de la violence, des barricades, etc. Et en même temps, elle tire la langue. Et alors là, c'est le côté dérisoire, et un journaliste de Marianne, rencontré par le maître d'œuvre de cette enquête, Olivier Filleul, a trouvé ça. Alors évidemment c'est pas du tout le cas, il dit mais finalement cette femme elle tire la langue, donc en fait elle tire la langue aux policiers, mais elle tire aussi la langue pour ce journaliste de Marianne à une vulgate sur ce que sont devenus les 68A. Et cette vulgate, elle s'est imposée au fur et à mesure des commémorations. Alors, je m'excuse pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu, parce que je vais redire des choses à peu près équivalentes. Cette vulgate, elle s'est imposée au fil des commémorations, et elle a été construite essentiellement par des ex-militants, et pour beaucoup des ex-Mao de la gauche prolétarienne, pas seulement, mais enfin principalement. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette vulgate ? Elle dit en gros que voilà, là, les événements de 68, c'est le fait d'héritier.
donc de jeunes issus de la bourgeoisie, qui ont eu une crise, je caricature mais à peine, on le voit très bien dans le bouquin de Hamon et Rothman, Génération au singulier, je vais y revenir. Voilà, ce sont des héritiers, des enfants de la bonne bourgeoisie, qui ont eu une crise d'acné. Et puis, une fois la crise d'acné passée, ils retrouvent la place qui était censée être la leur et ils débloquent la société française en accédant à des positions de pouvoir dans le monde politique, dans la communication, les médias, etc. Et en gros, dormez tranquille, braves gens, tout va bien. En gros. Et puis, ce sont des renégats également, puisque après, ils vont tous au PS. En gros, c'est ça, et d'ailleurs, on nous explique que 81, c'est l'aboutissement de 68. On voit très bien à la fois les objectifs, en quelque sorte, de légitimation des reconversions de certains de ces figures médiatiques, mais également les objectifs politiques d'un tel récit de 68. Parce qu'en gros, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le parallèle, c'est beaucoup dire, mais bon, la séquence 68-2018, en gros, ces ex, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, c'est pas la peine de se révolter. Voilà. Puisque vous vous révoltez parce que vous faites une crise d'acné, et puis après les choses rentrent dans l'ordre, donc tout ça ne sert à rien, en gros. Et le fait est que pour beaucoup de ceux qui ont imposé ce récit, eh bien, c'est effectivement leur leçon sociologique et politique. Donc, au fil de ces commémorations, eh bien, ce qu'est censé être 68, les événements de 68, correspond en quelque sorte aux règles du théâtre classique. Il y a une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'acteurs. C'est-à-dire qu'on nous parle de 68 sur la période courte, mai, éventuellement mai et juin, à partir d'un lieu qui est Paris, et même presque principalement germano-pratin, Saint-Germain, rue d'Ulm, et acteurs, les étudiants. Alors, jusqu'à une période récente. Et c'est vrai que cette commémoration change, puisque enfin, on donne voix à des individus ordinaires et à la province. Et ça a été d'ailleurs l'objectif de cette recherche, qui est une recherche qui a été menée à partir de 2012 grâce au fonds de l'Agence nationale de la recherche et qui a réuni une trentaine de politistes et de sociologues qui ont opéré un triple déplacement du regard. Alors, plutôt que de parler donc de mai ou mai-juin, un élargissement qui nous est pas, qu'on n'a pas inventé, qui a été lancé d'abord par des historiens sur les années 68, sur lesquelles les bornes, on peut en discuter. Est-ce que c'est 60, 81, 62 ou 66 mais en tout cas, ces années marquées par une forte conflictualité sociale, des aspirations à un changement profond de société, qui marquent donc les années 70, on va dire. Mais on parle maintenant d'années 68. Déplacement du regard au niveau géographique, puisqu'on ne va pas parler on ne va pas travailler sur Paris, mais sur 5 villes de province, que sont Marseille, Lyon, Lille, Nantes et Rennes, qui ont pour intérêt, d'une part, de varier les conditions d'ordre socio-économique, entre, par exemple, une ville comme Rennes en plein boom, et notamment du fait de la croissance considérable de la population estudiantine, versus, pour aller à l'autre borne, Marseille, qui connaît dès le lendemain des luttes contre la colonisation, qui est déjà en plein marasme économique dès les années 60. Et puis, variété également d'un point de vue politique, entre des villes de droite, des villes de gauche, etc. Et puis, troisième déplacement, ne pas travailler uniquement sur les étudiants, même si évidemment c'est une époque qui est marquée par cette massification de l'éducation et les effets que cela induit, mais sur 3 familles de mouvements. Alors, évidemment,
ce que l'on a appelé les gauches alternatives, pour ne pas parler de l'extrême gauche, et inclure notamment le PSU, mais également dans certains endroits les anarchistes, alors que l'extrême gauche c'est beaucoup plus restreint, dont le PSU donc, mais aussi les syndicalistes qui avaient été un peu passés par pertes et profits de ces différentes commémorations, et puis une autre famille de mouvements, comme on l'appelle en sociologie les mouvements sociaux, que sont les féministes, même si le mouvement féministe en tant que tel ne naît que justement 2 ans après les événements, à partir de 1970. Alors, il me reste combien de temps, maître d'œuvre? Il y a 20 minutes encore, facile. Oh, bah ça va. Alors, comment on a travaillé Alors, on a travaillé en 2 temps. L'objectif de cette recherche, pour aller justement pour voir si cette vulgate sur des héritiers qui ont bien réussi et qui sont tous passés au PS, je caricature, mais bon, correspondait à la réalité, eh bien l'objectif a été d'étudier les incidences biographiques de l'engagement au cours de ces années sur toutes les sphères de vie de l'individu. La sphère militante, bien entendu, mais pas seulement, la sphère professionnelle, la sphère affective, voire la sphère sexuelle. Plus ou moins travaillé selon les familles. Il est beaucoup plus difficile de faire parler des incidences du militantisme sur la vie sexuelle chez les cégétistes, par exemple, que pour les féministes qui en parlent beaucoup plus facilement et même spontanément. Mais bon, ça là aussi on peut en discuter. Mais avant, donc pour ce faire, il fallait passer évidemment par des entretiens de type biographique. Mais avant, comment trouver ces individus, dans la mesure où, si vous travaillez sur un parti, il y a un fichier d'adhérents, vous y avez accès ou vous n'y avez pas accès, mais enfin il existe. Là, on ne connaît pas la population mère, comme on dit en sociologie, puisque, par exemple, les féministes, pour beaucoup, pas tous bien entendu, mais pour une partie d'entre elles, il n'y a pas forcément une affiliation organisationnelle, mais la participation à des campagnes contre le viol, pour l'avortement, contre le viol, etc. Pour les organisations de gauche alternative, le 12 juin, toutes sont dissoutes, donc elles deviennent officiellement clandestines. Évidemment, elles ne font pas de fichiers. Alors, il y a des fichiers, évidemment, pour les syndicats, sauf que les syndicats, ils ne tiennent pas à jour leurs fichiers. Bon, bref, donc avant d'en arriver à ces entretiens biographiques, comment constituer cette population mère? Donc ça, c'est la première phase de l'enquête qui a consisté en ce qu'on appelle une cartographie des espaces militants des différentes villes, que l'on a constitué de 2 manières, donc un panorama des forces militantes en présence dans chacune de ces villes. 2 façons pour y procéder, d'une part des entretiens exploratoires avec des militants qui ont connu toute cette période et qui ont gardé une forte mémoire pour avoir leur récit, alors avec les biais que cela induit quelquefois, on en a discuté tout à l'heure, et d'autre part le recours aux archives. Des archives privées, par exemple, on a récupéré énormément d'archives de militants privés, de militantes féministes. Je fais un appel d'ailleurs, si vous avez des archives, ne les laissez pas croupir dans votre cave. On garde tout, on numérise tout et on va tout livrer, c'est en cours de constitution là, à des archives publiques, BDIC, etc. Parce que c'est vraiment très très important. Archives privées, archives publiques, et notamment, on a tous demandé, parfois dérogatoires bien entendu, les archives des préfets de police, et en particulier des RG, des renseignements généraux. Alors, peut-être le savez-vous, mais obtenir une déclassification de ces dossiers qui demandent 90 ans pour être ouverts au public, donc on n'y est pas encore, est totalement discrétionnaire. Donc on a les 5 équipes des 5 villes en question ont demandé les mêmes archives. Certaines ont eu accès à tout. Heureusement, j'ai eu cette chance, puisque sur Marseille, j'ai eu accès à tout ce que j'ai demandé. En revanche, d'autres ont eu accès à rien. Par exemple, à Lyon.
Alors qu'est-ce qu'on trouve puisque bon, moi j'y ai eu accès, et puis je me suis... au départ j'étais un peu inquiète parce que vu la tonne de documents, mais c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives DRG? Enfin, c'est pas que des archives DRG, mais principalement DRG, en tout cas ce sont les plus intéressants. Alors, d'une part on trouve les fameuses fiches MR. Donc, les fiches MR pour mouvement révolutionnaire. Dès l'été 68, eh bien, le ministère de l'Intérieur, secoué, et ils le sont encore d'ailleurs, par les événements de 68, met en place deux choses. D'une part, ce qu'ils appellent les groupes de liaison, c'est-à-dire des policiers qui sont chargés de surveiller les activités des organisations dites subversives et de tout remonter au préfet de police. Et d'autre part, donc les dites fiches MR, donc pour mouvement révolutionnaire, qui donc fichent dès l'été 68, et puis alors après évidemment le fichier va être abondé, 3000 militants des groupes subversifs. Alors c'est l'équivalent, toutes choses étant égales par ailleurs bien entendu, des fiches S pour sûreté de l'État aujourd'hui. Toutes choses étant égales par ailleurs, même si par ailleurs, par exemple, dans ces fiches MR, qui est une mine d'informations pour les sociologues et la police, on a quelques points communs, on va dire, d'accord. L'ultra-gauche nous qualifie de socio-flics, on a une énigme, on a... bon... et c'est formidable pour nous parce qu'on a la date de naissance, de l'individu en question, la profession des parents, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait quand il est fiché, et puis éventuellement, s'il a été suivi, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc c'est une mine formidable pour nous. Alors bon, évidemment, souvent extrêmement gonflé, par exemple j'étais déjà là, ce week-end à Marseille pour rendre compte donc auprès des militants de l'enquête, Samuel Josua, donc un des fondateurs de Révo, était fiché comme terroriste international. Ah oui, carrément, terroriste international, disant que dès l'été 68, si eh bien, les troubles recommençaient à Marseille, c'était un des premiers à devoir être arrêté. Donc on a ça, les fiches MR, on a évidemment les comptes rendus des indicateurs, puisque ce sont des groupes qui ont été très surveillés, très infiltrés, et en particulier, alors pas tous, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que les renseignements généraux, ils ont des obsessions. Alors pour eux, les obsessions, c'était les Mao, et en particulier la gauche prolétarienne, alors que d'autres organisations, par exemple les féministes, ça les intéresse pas du tout. On n'a rien sur les féministes d'après les renseignements généraux. Donc, des organisations qui sont infiltrées, au premier rang desquelles le PCMLF, infiltré au sommet. Évidemment, ne me demandez pas de qui il s'agit. D'abord, c'est anonymisé. Bon, deux, je connais assez bien c'est les groupes en question, j'ai compris qui étaient. Enfin, je ne vous dirai pas, évidemment, on est tenu à un secret. Et puis, on a également des lettres de délation. Dans tel immeuble, il y a un locataire qui signale qu'il y a des réunions bizarres qui se déroulent au domicile d'un tel, etc. Voilà les exemples. À partir de là, on avait donc les forces en présence. À Marseille, c'est plutôt Révo, à Lille, pour les gauches alternatives, à Lille et à Lyon, c'est beaucoup le PSU, donc on pouvait calibrer les entretiens biographiques qu'on allait faire avec les militants. Évidemment, on ne prétend pas avoir un échantillon représentatif, mais un échantillon significatif. Au total, près de 400 biographies ont été récoltées. Un travail biographique de ce type, ce sont des entretiens qui au bas mot durent 3 heures et éventuellement jusqu'à 15 heures d'enregistrement. Donc presque 400 récits de vie ont été donc collectés donc sur l'ensemble de la vie de l'individu, sur ces 3 familles, en fonction donc des rapports de force que l'on avait repérés dans la phase cartographique de l'enquête.
auxquels ces récits de vie, donc de type non directif, ont été associés à un nouveau matériau qui est très peu connu en France et qui n'a jamais été utilisé en sociologie des mouvements sociaux, hein, que l'on appelle les calendriers de vie. Et tu ne me fais pas un zoom par contre, parce que là je ne l'ai pas anonymisé, donc il ne faudrait pas que, cette personne se reconnaisse. Qui est donc une méthode qui vient de la biologie, hein, d'ailleurs de l'analyse de séquences ADN, et qui a été utilisée en sociologie des professions et en sociologie de la santé, pour évaluer l'évolution des formes de vie selon que voilà, on accède à un statut de cadre ou que l'on est malade, etc. Alors ces calendriers de vie, comme vous le voyez, ça fait un peu peur d'ailleurs, ça s'organise de la manière suivante, c'est de suivre la personne de sa naissance, ici 1949, suivre cette personne dans toutes ses sphères de vie. Ici, vous avez par exemple le lieu de résidence. Il vit de camp à camp à Marseille, avec sa famille, en pensionnat, avec un conjoint, une conjointe, etc. Ici, ses relations de couple. Voilà. Les relations de couple. Donc, il rencontre Pierre-Paul Jacques à telle période. Il a une relation avec cette personne pendant X temps. Ils ont un enfant, ils divorcent, etc. Ici, la formation, les études, les activités professionnelles, donc voilà, Pascal en question, donc il est né en 49 à Alger, il arrive à Marseille en 59, il a son bac scientifique en 69, ensuite il va faire des études de médecine, et puis là, eh bien, on va voir sa profession, et puis les différents statuts de sa profession, précaire, etc. Et puis évidemment ici, dans cette dernière colonne, la trajectoire militante. Voilà. Alors, ça nous est utile pourquoi ça alors évidemment, quand on sort ça à un enquêté, il a un peu peur. La synostasie. Tous ont accepté de le remplir. Parce qu'on prend du temps quand même avec les gens pour leur expliquer. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est multiple. Il y a un intérêt d'abord pour la personne en question, parce que on a donc des gens qui ont autour de 70 ans, on leur demande de raconter toute leur vie. Certains même remontent à leurs aïeuls. Évidemment, tout ça peut se mélanger. Avoir un calendrier de vie comme ça par date va permettre à la personne de se remémorer. Bon, ça on le sait, dans les études en psychologie, on sait que c'est un outil pour se remémorer les événements. D'autre part, ça va nous permettre à nous de faire un traitement quantitatif d'un matériau qualitatif. C'est-à-dire que quand on a 400 entretiens de je ne sais pas combien, dizaines de pages, voire centaines de pages, matériellement, l'esprit humain ne peut pas en faire une synthèse. D'accord ? Donc, avec ça, eh bien, on va le passer ensuite dans une machine, un logiciel qui coûte très cher, puisque ça vient des sciences dites exactes, et qu'on paramètre évidemment, et la machine, en fonction des paramètres que nous avons décidés, bien entendu, c'est pas la machine qui décide, eh bien, va éventuellement, et ça a été le cas, sortir des trajectoires types. C'est-à-dire que sur 400 individus, on a des trajectoires ascendantes, descendantes, etc. type. Ce qui, moi, m'autorise à dire que voilà, dans la trajectoire, on a 3 types de trajectoires, 6 types de trajectoires, en fait on en a 6. Dans la trajectoire, mettons 5, eh bien, Julie est dans la trajectoire 5. Et donc ça m'autorise, parce que jusqu'à présent en sciences sociales, quand je vous dis on fait des typologies, les sciences sociales aiment faire des typologies, et puis on vous dit, voilà, dans tel type, Julie est représentative de tel type. Vous me faites confiance si je vous le dis. Mais là, je peux vous dire, très scientifiquement parlant, Julie est représentative du type 5. D'accord ? Et puis l'autre intérêt, on le voit, on va en discuter, on le voit, alors pas trop là parce que c'est une trajectoire simple,
assez linéaire. Mais l'objectif, comme je vous le disais, c'était de voir les incidences biographiques de l'engagement. En d'autres termes, on a des années où les vies bifurquent, où les vies changent. Et notamment, est-ce que 68 est une année qui conduit à un changement dans la trajectoire de l'individu? Et puis, quelles autres années Et si oui, il y a des années de bifurcation, quelles sont les sphères de vie qui sont les plus connectées entre elles? C'est-à-dire, est-ce que le changement, par exemple, l'arrêt du militantisme ou le changement de militantisme, est plutôt connecté avec la sphère professionnelle ou avec la sphère affective? Et ça, on le voit presque physiquement grâce au calendrier de vie. Voilà. Donc voilà, parmi l'intérêt de cette méthode. Alors, maintenant, quels en sont les principaux résultats? Donc en 5 minutes. Voilà. Oui, il n'y a pas 5 minutes. Voilà, en 5 minutes. Je vous disais que l'un des moteurs, si ce n'est le moteur de cette recherche, eh bien, c'était d'éprouver cette vulgate. Voilà, 68, c'est des étudiants héritiers et renégats qui ont bien réussi. Eh bien, le portrait qui se dégage de cette enquête renvoie un portrait totalement orthogonal à cette vulgate qui s'est imposée par les récits d'ex en vue, on va dire, les Gespard, les Julie, les Cohn-Bendit, etc. Alors, voyons sur les différents points. Est-ce que ce sont des héritiers? Eh bien, au sens des individus donc de catégorie bourgeoise supérieure. Non. Sur l'ensemble, alors évidemment c'est variable selon les familles, puisque les moins diplômés ça paraît un peu évident, les syndicalistes encore que, et les plus diplômés ce sont les féministes. Pourquoi? Parce que les féministes sont les plus jeunes. Alors sur l'ensemble du corpus, donc 400 à peu près, seuls 20% correspondent à la figure des héritiers. Ça veut dire, donc issus de familles CSP+, c'est-à-dire que la plupart accèdent à l'université, puisque beaucoup ont accédé, sauf les plus âgés des syndicalistes, mais qui ne constituent que 17% du corpus. Eh bien, la plupart donc accèdent à l'université, ce sont des intellectuels de première génération. C'est-à-dire des individus qui sont les premiers de leur famille à accéder à l'enseignement supérieur, et qui vont vivre de plein fouet à la fois la confrontation avec un milieu différent du leur, avec des méthodes d'enseignement assez sclérosées, et puis également une injonction contradictoire de la part de leur famille, lorsqu'ils viennent de familles donc plutôt petite bourgeoisie, voire populaire, qui est l'injonction à la mobilité sociale ascendante, ne sois pas comme moi mon fils ou ma fille, fais des études pour ne pas être ouvrier, employé, etc. Mais en même temps reste fidèle à ta classe. Et l'engagement apparaît comme un moyen de concilier en quelque sorte cette tension entre une ascension sociale et la fidélité à sa classe, que l'on retrouvera d'ailleurs dans le choix des métiers. Ce choix des métiers se porte très clairement vers ce que Pierre Bourdieu appelle la main gauche de l'État, c'est-à-dire les professions de l'enseignement, de la santé, du travail social. 30% des premiers emplois sont concentrés sur ces professions. Pour autant, peut-on dire, donc ce ne sont pas des héritiers, pour autant peut-on dire que ce sont des individus qui ont bien réussi dans leur vie, et qui sont passés, comme on le disait aux États-Unis, des hippies, ce qui n'est pas le cas, aux yuppies. Voilà. Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce qu'une partie significative d'entre eux se caractérisent dans un premier temps de leur trajectoire par ce que l'on appelle le refus de parvenir. C'est-à-dire, alors c'est pas simplement, même si évidemment on y pense immédiatement aux établis, au cas des établis, je pense que tout le monde ici sait... non. Alors, pour les plus jeunes, les établis, ce sont des jeunes
qui choisissent d'interrompre leurs études pour aller s'embaucher en usine, pour aller à la rencontre du peuple et partager ses conditions d'existence. Voilà. Donc c'est des vies qui sont très marquées par une coupure, alors variable, d'une part d'un groupe à un autre, et puis en fonction de la durée de l'établissement. C'est pas pareil quand on est établi quelques mois ou quelques années, bon, évidemment. Mais bon, on a à peu près 20% d'individus donc, qui correspondent à ce refus de parvenir, soit sous ses formes extrêmes, donc l'établissement, ce que je viens de vous expliquer, des formes moindres, c'est-à-dire, bon, bah, moi, ma vie principale, c'est le militantisme, donc j'ai pas envie de faire carrière, on fait rien pour avoir une promotion sociale. Voilà. Alors, ces refus de parvenir durent jusque, suivant les groupes, etc., évidemment, se terminent dans la deuxième moitié des années 70. Donc les personnes vont avoir des carrières de rattrapage. Mais ces carrières de rattrapage, souvent n'est pas suffisante. Bon, quand on a rencontré nos interviewés, pour une grande partie d'entre eux, ils étaient tout juste à la retraite, et il n'était pas rare que certains se rendent compte, en arrivant à la retraite, qu'ils n'avaient pas cotisé, tout simplement, pour avoir une retraite complète. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ils ont été permanents d'organisation, évidemment, sans être déclarés. Ça va sans dire, et puis où ils ont été établis, etc. Enfin bon, bref, ils ont des trous dans leur carrière, et donc ils ont des difficultés pour certains assez sérieuses au niveau de leur retraite. Alors, il y a un chiffre, enfin même deux chiffres, qui sont particulièrement éclairants. Je vous disais tout à l'heure, les héritiers, donc d'origine bourgeoise, ce ne sont que 20% de l'échantillon. Si l'on regarde maintenant la mobilité sociale, c'est-à-dire on calcule classiquement en sociologie la mobilité sociale en comparant la profession du fils par rapport à la profession du père. Bon, c'est dommage, maintenant on fait aussi avec la mère, mais enfin à l'époque on faisait qu'avec le père et avec le fils, mais bon ça c'est autre chose. Alors nous on a utilisé une enquête de l'INSEE qui nous a permis de comparer le devenir de nos militants avec le devenir général de la même génération, de la population de votre génération, d'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? Bon, on est en période de 30 glorieuses, une période donc d'ascension sociale généralisée, qui fait que sur cette période, sur les cohortes qui sont les vôtres, devant de vous, on a simplement on a une mobilité sociale donc ascendante, et on a simplement 4% de déclassement. C'est-à-dire d'une position sociale du fils inférieure à la position sociale du père. 4% seulement, ce qui est congruent par le fait donc de cette période exceptionnelle, inédite et unique probablement dans l'histoire des 30 glorieuses. Sur notre population, c'est 26% de déclassement. C'est énorme. Plus de 20% de différence entre la population générale du même âge et la population des militants. Donc le fait de dire ces militants, ils se sont bien amusés, puis après ils ont retrouvé leur vie, etc., ça leur a rien coûté, c'est du pipeau. Et il faut vraiment le dire, même si on continue à le dire dans les médias divers et variés. Celles et ceux, mais en fait ça va être celles, qui ont le plus pâti de leur engagement, ce sont très clairement les femmes, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéresse, puisque comme je vous le disais en moyenne, le déclassement s'établit à 26% pour les militants, mais pour les femmes c'est presque 30%. 29 et 4. Voilà. Alors, donc des carrières plus chaotiques, etc., des vie personnelle plus affectée également, puisque l'on a une plus faible proportion de personnes mariées dans notre population, 56% seulement de personnes mariées, contre 80% de la même classe d'âge en population générale. Ce qui tient à un taux de divorce qui est également plus élevé que la moyenne, 13% de divorce dans notre population contre 9% en population générale. Idem sur la procréation.
des militants qui font moins d'enfants, et lorsqu'ils en font, ils en font qu'un. Puisque 27% de nos enquêtés n'ont pas eu d'enfants, alors qu'en population générale, c'est seulement 11% qui n'ont pas eu d'enfants, de la même génération toujours, évidemment. Et parmi les militants qui ont eu des enfants, eh bien 61% s'en sont tenus au précepte maoïste d'un seul enfant, alors qu'en population générale, eh bien 70% des Françaises et Français de la même génération ont eu 2 ou plus de 2 enfants, contre seulement 11% chez les 68 ans. Donc, ce ne sont pas non plus des gens qui ont bien réussi dans leur vie. Troisième, et j'en terminerai par là. Parfait. Voilà. Troisième point, troisième stéréotype battu en brèche par cette enquête qui est la première à avoir été faite. Est-ce que ce sont des individus qui se sont désengagés ou qui ont tous rejoint le PS? Ben là encore, c'est pas le cas. Alors pour vous le montrer, là je vais m'attacher à la population qui vous intéresse, j'imagine le plus, que sont les gauches alternatives. Et bien sur près de 200 militants des gauches alternatives que nous avons, avec lesquels nous avons conduit des entretiens biographiques, on ne compte que 20 retraits complets. Alors, donc c'est très peu de retrait du militantisme complet. On a 2 cas de figure. Soit des militants qui ont un militantisme continu, mais un militantisme donc sans interruption jusqu'à aujourd'hui, mais un militantisme qui a changé. C'est-à-dire que typiquement, ce sont des gens qui sont passés du militantisme politique à la LCR, etc., au militantisme syndical, qui sont restés au militantisme syndical, qui a été un moyen donc de faire perdurer l'engagement jusqu'à leur retraite. Voilà. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, des individus qui se sont retirés de l'engagement politique et de l'engagement tout court sur la période où ils sont dans une période donc, de carrière de rattrapage, et également ils ont des enfants, etc. Donc ils se retirent donc à partir de la fin des années 70 et ils se remobilisent. Alors quand est-ce qu'ils se remobilisent? On a 2 dates très claires. Une première forme de remobilisation qui n'est pas la plus importante, mais enfin elle est significative. C'est au moment des comités Juquin, voilà, 86, qui a été un espace de regroupement, mais je pense que Bernard s'en souvient, et d'autres sans doute, où les anciens gauchistes se retrouvent, enfin gauchistes entre guillemets, mais plus encore, eh bien, c'est dans le renouveau de la critique sociale que l'on repère à la charnière du millénaire, donc fin des années 90, début des années 2000, avec les mouvements de sang et avec la cause altermondialiste, qui va être une des causes dans lesquelles une partie significative de nos 68 arts se remobilise, et y compris, mais ça c'est un effet très local, dans le Grand Ouest, c'est-à-dire à Nantes et à Rennes, sur les ZAD, puisque nonobstant leur âge, 70 ans à peu près, on a quand même, ce qui est quand même très important, 17 personnes, sur les quelques 200, très actifs à Notre-Dame-des-Landes. Donc, mais bon, c'est uniquement pour le Grand Ouest, Rennes et Nantes. En revanche, très clairement, là où donc des individus qui sont toujours mobilisés, toujours engagés pour la plupart, mais très critiques à l'égard des organisations politiques, peu finalement vont avoir des expériences partisanes. Sur le militantisme PS, on n'en compte que 6, 9 au NPA, 9 au Front de Gauche, donc c'est assez négligeable. Ceux qui s'en sortent le mieux, si je puis dire, enfin sur 190 militants, ce sont les Verts, 20 militants au Vert. Et alors là, c'est très intéressant, puisque très clairement, ceux qui vont au Vert, ce sont des anciens Mao. Au Front de Gauche, c'est plutôt des anciens trotskistes, et pour les Verts, c'est exclusivement des anciens Mao. Donc là aussi, c'est intéressant sur ces devenirs. Donc
Eh ben, les 68 arts, ce ne sont pas des héritiers, ce ne sont pas des renégats et ce ne sont pas des golden boys ou girls. Et voilà, c'était important d'un point de vue sociologique et politique. On s'en Voilà. est.